7h37 sur la première, son mandat de 6 ans, qui pour des raisons statutaires va s'achever au printemps prochain, n'aura pas été de tout repos. Il a dû faire face à la montée du groupe État islamique, au durcissement du discours populiste anti-islam en Suisse. Chafouzois d'origine, converti à l'islam, Pascal Gemperli, qui préside l'Union vaudoise des associations musulmanes, est pourtant parvenu, et c'est son succès, en quelques années à faire de sa structure une organisation de référence en Suisse. Si notre pays qui compte 280 mosquées pour une communauté musulmane de 450 000 personnes et depuis l'acceptation de l'initiative contre la construction des minarets en 2009, tout de même parvenu à rétablir le dialogue entre non-musulmans et musulmans. C'est peut-être et même certainement à des personnalités comme lui qu'on le doit. Bonjour Pascal Gemperli. Bonjour Simon Matédoré. Et merci beaucoup d'être notre invité ce matin à Lausanne jusqu'à 8h. Je parlais de 2009, de cette votation pour l'interdiction des minarets qui était acceptée par le peuple. C'est vraiment votre entrée, votre engagement date de cette époque-là? Ouais, pour moi ça a été le déclencheur. Donc moi je suis musulman depuis 2005 et puis je comptais pas forcément en fait m'engager pour une structure religieuse, j'étais juste un musulman lambda. Voilà. Et puis 2009, avec la campagne contre les minarets, j'ai comme une sorte de petite crise identitaire parce que je suis 100% helvète, je suis 100% musulman, tout va bien. Tout d'un coup, il y a des gens qui semblent vouloir me dire que non, en fait, c'est pas compatible. Et qui vous l'ont dit à vous à l'époque, ouais. Les politiques, les gens qui étaient derrière l'initiative, etc., qui tout d'un coup, on se dit, on veut commencer à nous interdire les minarets, quelque chose de totalement anodin, etc. Puis on a l'impression qu'il y a certaines personnes, en tout cas, qui veulent nous dire, non, islam et Suisse, c'est pas compatible, alors que je savais que non, tout va très bien. Et donc ça m'a fait, c'est comme une petite crise, et puis c'est un engagement sociopolitique en quelque sorte, et puis peut-être aussi la volonté de veiller aux bonnes relations entre tout ce qui compose la Suisse, tous les citoyens. Le dialogue entre non-musulmans et musulmans s'est rompu à ce moment-là, en 2009. C'est aussi ce que vous constatez, vous, dans votre fort intérieur. Est-ce que depuis cette date, depuis 8 ans, ça va mieux? Est-ce que vous avez l'impression, à votre niveau, je le disais, dans le canton de Vaud, oui, au niveau suisse, est-ce que le dialogue a réussi à reprendre? Alors, je dirais d'abord, c'est un dialogue entre citoyens, pas forcément entre musulmans, non-musulmans, enfin citoyens de Mais on stigmatise souvent les musulmans. Tout à fait, oui. Mais le dialogue, il a repris, en fait, je vois un peu plusieurs pistes qui s'ouvrent. C'est que d'un côté, c'est vrai que la communauté s'est beaucoup développée ces dernières années. Je pense aussi grâce, entre guillemets, l'initiative, peut-être même sans guillemets, de l'initiative contre les minarets. Ah, c'est l'effet, j'allais dire, l'effet pervers qui n'a pas été voulu par les initiants. Donc au fond, ça a développé les communautés encore. Ah, bien sûr, oui. Ça a bouleversé, en tout cas au niveau de l'UVAM. Je sais que d'autres, c'est la même chose, d'autres fédérations cantonales. Ça nous a vraiment bouleversé. Nous, les premières assises de l'UVAM, c'était suite à l'initiative contre les minarets parce qu'on se disait, il faut une stratégie, il faut faire quelque chose, là, ça ne va pas. Et donc, une partie de cette stratégie, c'était la visibilité. Parce qu'avant, en fait, l'UVAM et beaucoup d'autres fédérations et mosquées n'étaient pas visibles. Pour l'initiative contre les minarets, c'était même un peu l'ordre de ne pas mettre l'huile sur le feu. Puis c'était totalement faux, évidemment. On a vu le résultat. Et donc la visibilité est devenue un axe stratégique pour dire il faut qu'on explique aux gens qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Et puis je crois que ça a marché. Oui, parce que c'est vrai que Pascal Gemperli, on a souvent reproché aux musulmans, dès qu'il y a des affaires de terrorisme, etc., on dit souvent aux musulmans et aux musulmans de Suisse, donnez de la voix, montrez que vous existez, que vous n'avez rien à voir avec l'islamisme, etc. On exige encore ça de la part des musulmans. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de demande de la part des non-musulmans? Est-ce qu'elle est légitime? Enfin, comment vous prenez les choses, vous, comme musulman? Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours juger selon les actes. On ne peut pas juger par affiliation, que ce soit une religion ou autre chose, ou par apparence ou comme ça. Il faut juger selon les actes. Et c'est comme ça que ça se fait normalement dans une démocratie. Et puis si quelqu'un me dit telle et telle personne, il y a un problème à cause de telle et telle chose, on peut voir, on peut faire quelque chose. Mais si c'est souvent généralisé, c'est souvent, on entend les musulmans ceci, l'islam cela, alors que ça... souvent c'est infondé, ou au moins il faut me dire qui, si les gens accusent que, je ne sais pas, récemment quelqu'un disait qu'à l'UVAM il y a des salafistes, qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut me dire qui, où, quand, etc. On peut faire, mais sinon c'est juste gratuit. Ça vous met en colère, ce genre d'amalgame? Oui, tout à fait. Ouais.
Parce qu'il y a autant, au fond, il y a autant la religion musulmane est aussi diverse que celle des chrétiens. Il y a 280 mosquées, je le disais, en Suisse, 450 000 personnes. Il y a seulement 10 à 15% de pratiquants. C'est aussi divers que les chrétiens. Oui, et tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est divers comme chez les chrétiens ou chez d'autres. Et en même temps, ce qu'on oublie souvent, c'est que, moi, j'aime pas trop le dire, mais je pense juste pour sensibiliser les gens, vous avez aussi un terrorisme chrétien, vous avez un terrorisme bouddhiste, etc. Et ça, on ne le voit pas. C'est vrai que ces gens-là, ils ne commettent pas d'attentats en Europe, mais dans d'autres pays. En Birmanie, les bouddhistes s'en prennent aux musulmans. On recevait le cinéaste Barbet Schroeder qui a fait un film tout récemment sur un moine bouddhiste birman qui s'en prend aux musulmans et qui est clairement islamophobe et qui appelle aussi à ça. Ouais. En fait, la violence, elle fait... En tout cas, pour certains, elle fait partie de la nature humaine. Elle peut faire partie de la nature humaine. La violence, c'est là. Et quelle que soit la nature de la personne, quelle que soit la religion de la personne, la violence peut se manifester. Et puis qu'il faut qu'on agisse tous ensemble contre toutes sortes de violences, contre toutes sortes d'injustices. Elle ne peut pas être sélective, en fait. Le combat contre l'injustice ne peut pas être sélectif. Donc il faut que si on s'engage contre le terrorisme, il faut s'engager contre le terrorisme partout. Bon, le terrorisme chrétien est un peu moins visible, vous le reconnaissez, que le terrorisme islamiste, surtout en Europe. En Europe, oui. Sur la planète, je pense au niveau de l'envergure, ça revient à peu près au même. Si vous regardez en Afrique, en Asie, etc., des groupes aux États-Unis, je pense au niveau du nombre de combattants, au niveau du nombre de victimes, on n'est pas loin en fait. Mais bien sûr, ici, ça se voit moins. Je pense que ça se voit moins pour deux choses. Une fois déjà, ce n'est pas en Europe, donc c'est moins intéressant, je pense, de rapporter pour les médias. Et puis deuxièmement, c'est que si j'imagine un journaliste qui, en fait, il voit qu'il y a un attentat d'un groupe qui se réclame du christianisme, pour lui, il sait bien que ce n'est pas le christianisme, il sait que c'est des malades. Alors quand c'est pour des musulmans, il se pose quand même la question parce qu'il n'y a pas la même sensibilité. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, dans la perception, quand imaginons un protestant ou un catholique fait un attentat, on se dit que c'est un individu, que c'est un loup solitaire, un individu dérangé, et que quand c'est un islamiste, on se dit qu'il a à voir avec l'islam. C'est cet amalgame qu'on fait. Oui, tout à fait. Et l'amalgame, comment sortir de ça? Vous avez du travail d'explication, de pédagogie. Comment sortir de ça? Quel est le message là que vous pouvez nous donner? Je pense déjà, ce que j'ai dit avant, c'est qu'il faut toujours identifier les actes, les auteurs, le comportement spécifiquement. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, en fait, les amalgames commencent beaucoup plus tôt. C'est de manière très subtile et inconsciente. C'est que quand, en fait, les médias rapportent, y inclut les médias de droit public, par exemple, quand on dit... Le service public. Le service public, pardon, service public. Quand ils disent l'islam, c'est la 3e religion de Suisse. En fait, c'est faux. L'islam, c'est la 2e religion de Suisse. Si on fait méthodologiquement, si on reste cohérent, c'est le christianisme puis l'islam. Le fait de faire les différences pour les chrétiens, mais pas pour les musulmans, c'est là déjà où commencent les amalgames. Oui, et c'est là que ça pose problème et que ça vous met en colère. Les attaques gratuites contre les musulmans, bon, il y en a eu beaucoup, il y en avait pas mal lors de la votation contre les minarets. Ces attaques, selon vous, je ne sais pas si vous faites des statistiques, est-ce qu'elles sont en régression? Non, plutôt en augmentation. Si on regarde la Commission suisse contre le racisme, c'est en augmentation. C'est aussi de notre côté, nous, on n'est pas forcément bien organisés pour répertorier et puis pour faire des statistiques. Vous n'avez pas de fêtière, hein, c'est peut-être ça aussi, que parfois on vous reproche. Les musulmans de Suisse ne sont pas organisés en fêtière comme les protestants. Ça, c'est encore une mauvaise perception parce que si vous regardez sur le plan suisse, il y a la FOIS, la Fédération des organisations islamiques de Suisse, qui représente à peu près 80% des mosquées en Suisse. Alors que je ne connais aucune église chrétienne qui représente 80% des chrétiens. Donc il y a une fêtière. Donc, en fait, il y a une fêtière qui est très très représentative, mais les gens, soit ils ne voient pas, ou ils ne veulent pas voir, ou je ne sais pas. Mais pourquoi on n'entend pas cette voix-là de la fêtière? Parce qu'effectivement, nous journalistes, on ne s'adresse pas à elle, elle ne s'adresse pas à nous. C'est une courroie de transmission à produire. Là, on l'entend de plus en plus. Maintenant, le nouveau président, c'est M. Ben Marad, qui est vaudois. Et qu'avant, en fait, l'ancien président, il était suisse-allemand de Saint-Gall, donc il était beaucoup moins visible en Suisse romande, mais maintenant, ça a un petit peu changé. Donc il y a une fêtière, on note ça, bon, il y a aussi, effectivement, vous le disiez, certains vous reprochent d'avoir des salafistes au sein de l'Union vaudoise des associations musulmanes. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Qu'en savez-vous? Et d'ailleurs, si jamais vous la preniez, vous en aviez le soupçon, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, qui êtes encore à la tête de cette Union vaudoise, Pascal Gemperli? Il y a des moyens de prévention, il y a des moyens d'action. Quels sont les outils dont vous disposez?
Bah alors déjà, qu'est-ce qu'un salafi? En fait, c'est... Quelqu'un qui se réclame du salafisme, oui. C'est pas forcément, et Ouais, de loin pas encore un terroriste, de loin le pas. problème, c'est un peu une étiquette que certaines utilisent pour faire peur et pour stigmatiser. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que dans les salafis, il y en a qui sont juste des gens très pieux et qui sont extrêmement non-violents. En fait, pour eux, la non-violence fait partie de la foi. Alors disons un salafiste qui serait soupçonné problématique, soupçonné d'avoir des affinités avec le terrorisme. Disons ça comme ça. Alors ça, nous, on doit, si on peut être conscient de ça, si on peut apprendre ça, on doit absolument agir. D'ailleurs, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la communauté par rapport à ça. Je prends l'exemple de la mosquée à Winterthur, qui, là, je crois, elle vient de fermer. C'est une bonne chose qu'elle est fermée. Qu'elle est fermée. Alors, hier, il y avait encore un article dans 177 qui disait maintenant, les gens, ils vont juste ailleurs. Puis il y a d'autres mosquées qui ont peur que ces gens-là vont essayer de prendre l'influence. Je ne sais pas si... Bien et pas bien, je pense que c'est difficile à gérer. Mais... Ce que vous aviez fait après là, par exemple, parce qu'il y avait eu cette prière de rue hors des murs de la mosquée de Prélat à Lausanne, qui avait suscité pas mal d'articles, débordements sur le trottoir. La police était intervenue, il y avait des vidéos qui avaient circulé, etc. La police n'est pas intervenue. Non, elle était intervenue après, mais c'est rentré dans l'ordre. On n'en a plus parlé quelques jours après de cette histoire-là. Il a fallu, cela dit, imposer un règlement interne assez strict et je crois des caméras de surveillance. Hein. Tout à fait, oui. C'est quoi? C'est un mal nécessaire? On ne peut plus faire sans caméra de surveillance, Pascal Gemperli? Si, on peut faire, mais c'est un outil de prévention. Moi, je pense qu'on peut faire sans. Bon, là, ils ont décidé de faire comme ça parce que, voilà, comme ça, tout le monde se comporte bien et puis on n'ose même pas faire une bêtise. Ça vous pose un problème, ces caméras? De les avoir? Oui, de les avoir. Ça, c'est à la mosquée concernée de décider. Moi, ça ne me pose pas un problème. C'est un outil peut-être utile. Moi, je voulais juste terminer par rapport à la mosquée de Winterthur qui a fermé. Ce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent de la communauté. Quand il y a un risque, quand il y a un danger pour la société, il y a zéro tolérance. Et puis, si on sait, on agit. Et Winterthur, par exemple, le fait que ça a été connu par la presse, ce que disait cet imam-là, je ne sais plus exactement qu'il fallait tuer ceux qui ne viennent pas à la prière, ou je ne sais pas quoi, un truc totalement malade. Finalement, comment il a su, le journaliste? Il n'était pas à la mosquée. Donc, c'est sorti quelque part. C'est sorti de la part des fidèles ou des responsables. Le système marche, au fond. Oui. Le système d'autosurveillance, il marche. Et puis ça, et sans oublier que n'empêche quand même que à la fin, ça reste un travail de la police. Nous, on peut faire si on peut. Et il faut qu'on contribue à empêcher toutes sortes de mal, toutes sortes comment dire, de problèmes pour la société. Mais à la fin, ça reste quand même le travail de la police et de la justice. Vous avez dû exclure des gens, dénoncer des gens à la police au sein de l'Union vaudoise des associations musulmanes? C'est déjà arrivé, ouais. Dans une des mosquées, c'est déjà arrivé, ouais. Donc quelqu'un a été exclu et le cas a été dénoncé aux autorités? Oui. Vous pouvez nous dire laquelle de mosquée? Non, je ne peux pas vous dire. Et puis c'est trop délicat. Non, en fait, c'est même pas un cas lié à genre terrorisme ou comme ça. C'était un cas juste mauvais comportement. Et, voilà. On a des magistrats comme Pierre Maudet, conseiller d'État genevois, qui estiment que notre approche politique du problème de l'islamisme en Suisse est beaucoup trop naïve encore. C'est lui qui le dit. Qu'est-ce que vous répondez au ministre? Ça dépend ce qu'il dit plus sur le fond. Naïf, dans quel sens? Qu'on ne comprend pas ou qu'on n'agit pas? Qu'on n'agit pas assez. On est quand même, pour le moment, on est quand même calme en Suisse. Je ne veux pas dire qu'on n'aura jamais un problème. Mais en Suisse, on est quand même calme. Et je pense plutôt que c'est grâce à la bonne coopération entre les autorités et les mosquées, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Vous avez des mosquées où le responsable fait une réunion mensuelle avec le responsable de police, même s'il n'y a rien, juste par principe, juste pour garder des bonnes relations. Et je pense en Suisse et dans le canton de Vaud, il y a quand même un bon travail de proximité et je pense en fait c'est l'échange, c'est le dialogue, c'est d'être en contact qui peut empêcher des dérives. Donc là aussi le système, la courroie de transmission marche et le système est assez sain pour vous. Il faut construire la confiance et on peut la construire uniquement en échange, en se mettant ensemble, en discutant ensemble. Vos démarches pour faire reconnaître votre association, des associations musulmanes vaudoises comme une institution d'intérêt public, ça c'est important, c'est une façon aussi de montrer voilà, que vous êtes des citoyens comme tous les autres, quoi. C'est très important au-delà du symbole. Oui, alors déjà, peut-être je peux vous fournir un mini-scoop. On est preneur, on vous écoute. Non, je pense que c'est un secret de polichinelle, mais on a décidé effectivement d'aller de l'avant avec cette reconnaissance. Donc la décision, elle est prise et donc maintenant on est en train de rassembler les dossiers, les documents pour soumettre cette demande. D'être d'intérêt public donc, oui. Voilà, pour lancer le processus. C'est un processus qui prend plusieurs années.
Et symboliquement, c'est assez important parce qu'en fait, les autorités vont vérifier dans toutes les mosquées partout les finances, etc., les compétences des imams et tout. Puis à la fin, ben, ils vont donner un tampon ou pas pour dire, voilà, c'est bien vaudois, compatible démocratie, ou je ne sais pas exactement comment il faut l'interpréter. Mais je crois que c'est assez important. Et ça fait partie de la normalisation de la présence des musulmans en Suisse. Puis au-delà du symbole, j'ai comparé un peu différents modèles de reconnaissance. Honnêtement, je ne trouve pas que Vaud, c'est forcément le meilleur, mais il est bien, et puis qu'on peut quand même faire des choses après, être consulté, officiellement faire l'aumônerie dans les prisons, les hôpitaux. Ça nous engage pour le dialogue interreligieux. D'ailleurs, c'est des choses que nous faisons déjà. J'avais un peu l'impression, quand j'ai vu la loi et les règlements ensuite, qu'en fait, ça reflète un peu tout ce que nous faisons déjà. Ils exigent le dialogue interreligieux, ils exigent un travail social, toutes les choses que nous, on faisait déjà. Donc la démarche a été lancée officiellement, vous nous l'avez lancée ce matin. Ça va prendre combien de temps, selon vous? Quelques années, quelques mois? Alors nous, on a informé les autorités récemment qu'on veut aller de l'avant, qu'on a décidé. Oui. Maintenant, on a reçu une lettre avec tout ce qu'il faut mettre, les annexes, les statuts, les comptes, etc. Puis maintenant, on rassemble tout ça. Puis j'espère, je ne m'avance pas trop, mais j'espère qu'on pourra encore soumettre ça avant mon départ, comme ça je laisse mon successeur tranquille avec ça. Et vous avez l'impression que la réception... Le travail va commencer après, mais en tout cas... Vous avez l'impression que la réception du côté des autorités est bonne, enfin qu'on est plutôt sur la bonne voie? Alors, je pense que les autorités, dans le sens administration, je pense que le système, il est là pour renforcer la coopération. Donc, c'est tout à fait dans l'intérêt des autorités, je dirais même du public. C'est pour ça que c'est d'intérêt public. Sur le plan politique, les retours que j'ai, c'est plutôt, à part un seul parti, enfin, on devine lequel, ils disent plutôt... Non, dites-nous. Non, vous ne savez pas? Non, dites-nous. C'est peut-être un parti de la droite nationaliste, l'UDC, voilà. D'accord. Bon, eux, ils ont annoncé un référendum, quel que soit le dossier, quelle que soit la situation, etc., ce que je ne trouve pas très sérieux. Et les autres partis, ils disent quand même, si vous soumettez un bon dossier, si ça tient la route, si ça respecte la loi et les règlements, il n'y a pas tellement de raison de s'opposer. Je n'ai pas dit, mais vous êtes vert morgien, hein, vous êtes aussi encarté en politique, Pascal Gemperli. Vous êtes une personne fédératrice, homme de dialogue, etc. Vous avez une idée du nom de votre successeur ou de votre successeuse? Cette personne sera désignée quand? Bon, la personne sera élue en mars pour l'Assemblée générale. Maintenant, nous, on va lancer très prochainement une commission d'identification pour voir peut-être avec des gens qui se manifestent. Peut-être nous, on va aller chercher des gens, on va faire une liste. Une femme, pourquoi pas? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. J'espérais bien. Après, il faut trouver, je pense que le poste est quand même exigeant. C'est pas évident. Le travail avec les médias, le travail à l'interne, le travail... Puis c'est du bénévolat, donc c'est pas évident, les sensibilités politiques et tout ça. Donc je pense qu'il faut d'abord chercher les compétences. Et personnellement, ça me plairait bien, une femme, je sais pas, pour l'image aussi, pour promouvoir les femmes, pour que les femmes voient, c'est bien de s'engager pour l'UAM et pour la communauté. Ben voilà, si une femme vous entend de l'association... faut qu'elle se manifeste. Faut qu'elle se manifeste. Bon, quelques sujets de presse. Évidemment, nous sommes le 14 juillet, c'est une commémoration dramatique. C'était il y a une année, un camion qui fonçait dans la foule à Nice, 86 morts, plus de 400 blessés. La presse romande et alémanique revient beaucoup sur ce premier anniversaire de l'attentat. On commence peut-être avec vous, Valérie Drou. Oui, des reportages à Nice. Nice qui pense toujours ses plaies, mais aussi des témoignages. La mère et la grand-mère de 2 victimes dans le matin. Son cœur est en miettes, dit-elle, mais elle n'a pas de haine. Et puis celui de Velia, aussi une jeune valaisanne de 21 ans, qui a échappé de justesse au camion il y a un an. C'est dans le Nouvelliste, mais repris dans d'autres quotidiens romans. Elle choisit, Velia, dans les colonnes du quotidien valaisan, de mettre en lumière toute la solidarité qu'elle a rencontrée cette nuit-là. Elle dit témoigner pour montrer que l'on peut traverser un événement grave et continuer à vivre sans être terrassé par la peur, continuer à vivre, à danser, à chanter pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Elle se rendra à Nice aujourd'hui, un peu comme pour boucler la boucle, dit-elle. Pascal Gemperli, qu'est-ce que vous avez ressenti le 14 juillet 2016 au soir de cet attentat? C'est terrible. Enfin, c'est... déjà pour les victimes, pour les familles des victimes, je pense, moi, j'ai perdu un frère il n'y a pas trop longtemps. C'est terrible, on sait pas, on peut pas tellement décrire. Je pense que quelqu'un qui l'a pas vécu, c'est difficile à sentir. Et puis pour nous aussi, pour la communauté musulmane, ensuite, on sait que ça va encore empirer les choses. Et moi, je constate en fait une augmentation j'ai envie de dire, de l'extrémisme anti-musulman sur les réseaux sociaux, dans les médias, parfois même des personnalités politiques.
Ça commence à me faire souci. Moi, je constate en fait plusieurs pistes. Une fois, il y a beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de confiance. Ça, c'est très très bien. Après, il y a sur le plan surtout des individus beaucoup de d'attaques gratuites, amalgames, très très méchants. Parfois, on a vu dernièrement par rapport à Montreux où ils ont loué l'esplanade. Et puis un parti encore plus à droite que l'UDC a posté ça. Et puis les réactions des internautes, c'était mais il faut les brûler, etc. Vraiment, vraiment grave. Ça fait peur aussi. Et puis ensuite, vous avez une troisième piste qui me fait le plus souci, c'est quand vous avez des politiques, même d'autres partis que l'UDC, qui, genre, je peux les citer, hein, mais j'ai vraiment été mécontent avec ça, comme M. Pfister, par exemple, du PDC. Pfister, le président. Ouais. Voilà, le président qui dit les musulmans font partie de la Suisse, mais pas l'islam. Il veut nous dire quoi avec ça? Enfin, c'est pas cohérent, je comprends pas ce qu'il veut nous dire. Ça veut dire l'islam, il n'est pas compatible avec la Suisse. Vous lui mais avez les répondu, musulmans, oui, mais pas l'islam. Vous lui avez répondu? Quelqu'un lui a répondu? Peut-être la fêtière dont vous nous parliez tout à l'heure devrait lui répondre? Alors, on a plus ou moins répondu. Après, nous, on essaie toujours. Moi, j'aime pas trop dire ça parce qu'on essaie de veiller aux bonnes relations, etc. En même temps, il faut pas se laisser faire. Donc là, je réponds aujourd'hui. J'ai répondu à d'autres occasions. Donc, il faut pas en faire trop, mais il faut quand même qu'on puisse le dire aussi. Et je pense aussi, M. Pfister, je pense qu'il a eu des retours aussi à l'intérieur du parti parce que je crois qu'il n'a pas redit ça depuis. Dernier sujet, et là vous lui avez répondu en quelque sorte ce matin, la répression en Turquie qui touche aussi les Kurdes de Suisse qui sont en majorité sunnites, les Kurdes. Témoignage à lire dans la presse alémanique, Sandra Timmerli. Oui, cet été ils sont nombreux, les Kurdes suisses, à se poser la question, se rendre dans leur pays ou pas, par crainte de ne pas pouvoir repartir, selon la NZZ, qui rapporte le témoignage de Yezim Kingöz, cette Kurde de gauche, à la double nationalité, suisse et turque, qui partage parfois des propos anti-Erdogan sur les réseaux sociaux, se reproche encore tous les jours de ne pas s'être rendu au chevet de sa mère souffrante. Je n'aurais pas dû écouter ceux qui estimaient le voyage trop dangereux. Mais aujourd'hui, sa mère est morte et la Bernoise n'hésite plus. Elle va se rendre en Turquie, mais j'ai très peur d'être arrêtée, dit-elle. Un cas de loin pas isolé, ajoute le journal. Bon, il nous reste 20 secondes, malheureusement. Mais vous avez des cas comme ça, parce que c'est vrai qu'on parlait c'est aussi l'anniversaire du coup d'État manqué contre le président Erdogan. Il y a beaucoup de gens qui ont été réprimés sur place. Et puis les Turcs et quelques Kurdes aussi en Suisse ont un peu peur. Vous en constatez, vous aussi, dans le canton de Vaud? Tout petit peu, ouais. J'ai quelqu'un qui m'avait contacté pour avoir un échange là-dessus, donc c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les protéger ou les informer peut-être? Je ne peux pas trop les protéger par rapport à ce qui se passe en Turquie. Hein. Malheureusement, je suis qu'un conseil communal. Oui, mais votre association, pas grand-chose non plus. On peut juste répéter que moi, quelqu'un qui ne peut pas aller dans son pays pour l'enterrement d'un parent, c'est terrible. À mon avis, c'est anti-islamique. Et puis il faut assurer la dignité, la liberté des gens, la sécurité. Et puis politiquement, je pense que quand il y a des divergences politiques, il faut les traiter par les mécanismes de la démocratie. Après, il y a un coup d'État, je pense qu'il y a peut-être certaines réactions, ça me semble évident, mais là, ça va très très loin, je trouve. Pardon, il est déjà 8h. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Pascal Gemperli. Bon vent pour vos derniers mois de mandat et puis votre successeur sera désigné en mars prochain. Merci d'avoir été notre invité et bonne journée.